Bienvenue aux 15 minutes gynéco consacrées aujourd'hui à l'hypertension artérielle et aux spécificités féminines. Pour ce faire, nous avons la joie de recevoir le professeur Claire Mounier-Veillé, qui est donc chef de service d'hypertension à l'Institut Cœur-Poumon de Lille, au CHU de Lille, ex-présidente de la Fédération française de cardiologie, présidente actuelle de l'Association de cardiologie du Nord-Pas-de-Calais et à l'origine surtout du fonds de dotation avec Thierry Drion, Agir pour le cœur des femmes, auteur également de Mon combat pour le cœur des femmes, Agir avant qu'il ne soit trop tard, aux éditions Marabout. Je vous enjoins à l'acheter. Alors Claire, pourquoi nous parler aujourd'hui de l'hypertension artérielle et des spécificités féminines ? Alors l'hypertension artérielle, c'est la porte d'entrée dans le risque cardiovasculaire des femmes. Et l'hypertension, elle a des spécificités effectivement chez nous les femmes qui sont conditionnées par notre situation hormonale. On y reviendra ensemble. Donc la première contraception ou même le suivi, parce que l'indication peut varier avec l'âge, la grossesse et puis l'entrée dans la ménopause et le suivi de ménopause. Donc on verra ça dans ce programme, je pense, toutes les deux. Et puis surtout, c'est la fréquence de cette hypertension artérielle. Alors là, avant 50 ans, il y a un peu plus d'hommes que de femmes qui sont hypertendus. Et puis après 50 ans, effectivement, c'est une femme sur deux qui est hypertendue, 6 femmes sur 10 à 60 ans, 7 femmes sur 10 à 70 ans. Donc il y a des explications physiopathologiques à cette augmentation de prévalence de l'hypertension avec l'âge. Bien, donc justement, tous ces chiffres vont nous être présentés par Olivier Chabot. Effectivement, comme Claire vient de l'évoquer, l'hypertension artérielle est la porte d'entrée majeure dans le risque cardiovasculaire de la femme. Et cette hypertension concerne une femme sur deux après 50 ans. Petit rappel des chiffres de pression artérielle normaux, 140-90 pour une prise de pression artérielle au cabinet et 135-85 pour une prise de pression en automesure. Quelques données générales sur l'hypertension dans la population générale, hommes et femmes confondus. Il y a 14 millions d'hypertendus en France, 20% ne sont pas traités, déjà un chiffre assez inquiétant. Et sur ceux qui sont traités, 55% ne sont pas contrôlés. Donc une prise en charge de l'hypertension artérielle qui est très mauvaise. Et bien sûr, c'est 140-90. Ça correspond à peu près, l'hypertension artérielle, à 15 à 20 nouveaux patients par an pour le médecin généraliste. Il faut savoir que l'hypertension est en fait une maladie du sujet âgé, puisque 6,3% des 18-34 ans ont une hypertension artérielle et 67,8% des 65-74 ans ont une hypertension artérielle. Mais revenons sur le sujet plus spécifique de l'hypertension artérielle de la femme. Il faut savoir que depuis quelques années, les femmes sont de plus en plus impactées par l'hypertension artérielle. Si on prend les deux études de cohorte, l'ENNS de 2006 et l'étude Esteban de 2015, on voit effectivement que les chiffres de pression artérielle systolique moyen sont en augmentation chez les femmes. Et beaucoup plus inquiétant, on se rend compte que la prévalence chez les femmes de 55 à 64 ans a fortement augmenté sur ces 10 dernières années. Et encore plus inquiétant, c'est la baisse du traitement. Nous sommes passés de 86% en 2006 à 70% de femmes traitées pour leur hypertension artérielle en 2015. Donc voilà quelques données importantes qui vont nous permettre de poursuivre le débat avec notre experte Claire Mounier-Veillé. Alors Claire, on vient de voir avec Olivier que les femmes avaient une hypertension souvent sous-diagnostiquée mais aussi sous-traitée. Alors peux-tu nous rappeler comment on fait un diagnostic d'hypertension artérielle? Quelles sont les spécificités, les symptômes particuliers peut-être chez les femmes? Oui, tout à fait. Donc en fait, l'hypertension artérielle se dépiste d'abord en consultation clinique avec le gynécologue, la sage-femme, le médecin traitant, le cardio, le médecin vasculaire. Bon, ça fait partie de l'acte médical. Toute consultation. Toute consultation. Néanmoins, aujourd'hui, on fait la promotion avec la Société française d'hypertension de l'automesure tensionnelle à domicile avec la règle des 3. Donc 3 mesures le matin en position assise au calme, 3 mesures le soir avant de se coucher 3 jours de suite, pour justement s'affranchir de la réaction d'alarme qui est très fréquente chez la femme et qui est d'autant plus fréquente que la femme vieillit. Et ces 3 mesures du matin, du midi et du soir, tu les fais avec combien d'espace à peu près de temps ? C'est 1 minute entre chaque, mais c'est simplement matin et soir, parce que souvent le midi,
on est occupé à autre chose. Ouais. Et 3 jours de suite, et cette moyenne des 18 mesures doit être strictement inférieure à 135-85 mm de mercure. En consultation, c'est un peu plus élevé, ça doit être inférieur à 140-90 mm de mercure. Et puis, j'aime beaucoup prescrire, en tout cas je le fais dans ma pratique professionnelle, une mesure ambulatoire sur 24 heures. C'est plus casse-pied pour l'avoir faite moi-même. C'est une mesure tous les quarts d'heure le jour, tous les quarts d'heure ou toutes les 30 minutes la nuit. Mais ça permet de dépister l'hypertension nocturne qui est extrêmement néfaste chez la femme, beaucoup plus que chez l'homme, et source de complications, notamment cérébrales et aortiques. Alors après, une fois qu'on a diagnostiqué notre hypertension artérielle, souvent c'est un dépistage fortuit. Ou bien la femme, on va lui dire dépistez-vous avant chaque consultation médicale, parce qu'elle a peu de symptômes. Tu m'as demandé de rappeler un peu les symptômes. Il y a des facteurs de risque qu'il faut... Alors oui, dès qu'on aura... En fait, la mesure de la pression fait partie du dépistage du risque cardiovasculaire de la femme. Et après, effectivement, en fonction de on y reviendra, de sa situation, de son âge, on va prescrire un bilan biologique. C'est un ionogramme sanguin créatine plasmatique, un bilan lipidique complet, une protéinurie sur échantillon, un électrocardiogramme. Là, c'est le bilan de base de toute femme hypertendue. Mais c'est vrai que c'est une maladie, on appelle ça la tueuse silencieuse, parce que finalement, elle va souvent se révéler par la complication la plus redoutable. Il y en a 2 redoutables, c'est l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, et la dissection aortique. On a de plus en plus de dissections aortiques aujourd'hui, parce que ces femmes ne sont pas dépistées, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'épidémiologie. Et puis, ces symptômes-là, il faut quand même que les femmes les aient en tête, mais souvent, on les prend pour autre chose. Ça va être des maux de tête en se réveillant le matin, en milieu de journée, des troubles de la concentration, une fatigue, un essoufflement à l'effort, le besoin de faire une sieste. Donc, ça peut être aussi, après, c'est la douleur dans la poitrine, la sensation d'oppression. Et donc, on peut penser à plein d'autres pathologies et pas forcément à l'hypertension, d'où le dépistage systématique. Donc ça, c'est très important. Puis, avec la ménopause, ces symptômes-là sont très, très mixés avec les symptômes climatériques de la ménopause. Donc finalement, si on ne veut pas passer à côté, le mot d'ordre, c'est dépistez-vous. Oui, et puis il faut penser aussi, chez ces femmes qui sont fatiguées, au syndrome d'apnée du sommeil. Tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça que je parlais de la mesure ambulatoire sur 24 heures, parce qu'on va avoir une inversion de cycle, c'est-à-dire une pression nocturne plus élevée la nuit, alors qu'elle devrait être plus basse la nuit en dormant. Et puis, cette hypertension nocturne est très corrélée au nombre d'apnées du sommeil. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison. Toujours est-il que l'apnée du sommeil est aussi très atypique chez la femme. Ce n'est pas forcément les gros ronflements comme ont les hommes. Ça peut être des cauchemars, une polachyurie nocturne, donc elles se lèvent souvent pour faire pipi la nuit. Et puis dans la journée, elles sont épuisées, elles s'endorment, elles ont besoin de faire une sieste. Donc ça, c'est important d'enseigner aux femmes les symptômes particuliers de l'apnée. Oui, parce qu'il y a une idée reçue, une femme qui est fatiguée, elle dit toujours oh, « je dois être hypotendue ». Et moi, je dis toujours « non, c'est l'inverse, si vous êtes au contraire ». Et cette idée reçue, là, que l'asthénie, c'est plutôt de l'hypotension, il faut vraiment lutter contre. Il faut lutter contre, puis c'est une céphalée très particulière. On a l'impression d'avoir la tête dans un étau. Puis ça peut être associé aussi à des difficultés, des petits points brillants. Donc on dit tiens, c'est une migraine qui commence, par exemple. Donc la femme, pour l'avoir fait moi-même, je prends un anti-inflammatoire parce que je me dis tiens, c'est une migraine ophtalmique qui commence. Et en fait, c'est de l'hypertension. Donc voilà. Alors, c'est le moment d'aborder toutes ces spécificités, ces étapes de la vie génitale des femmes. Donc, on va parler de l'hypertension et de la contraception, déjà. Alors, la contraception, effectivement, c'est la première phase dès qu'une jeune fille est pubère. Eh bien, on sait que le risque d'être hypertendue, surtout si elle a des parents hypertendus, ou même si elle est en surpoids, ne sont pas négligeables. Donc, la mesure de la pression artérielle par la gynécologue, je dis aussi la sage-femme, parce qu'il y a aussi des jeunes filles qui voient des sages-femmes, c'est mesurer la pression artérielle avant toute première prescription de contraception, notamment les combiner avec éthényl-estradiol. Bien sûr. Après, ça va être le suivi, parce que la contraception, ce n'est pas un bonbon, ce n'est pas un jouet, donc on doit surveiller la pression artérielle. De façon annuelle. De façon annuelle. Là aussi, on peut inciter les femmes à acheter un appareil d'automesure pour celles qui le peuvent, sinon on leur prête un appareil d'automesure au bras. Et puis savoir que cette hypertension qui apparaît sous contraception, c'est moins de 5% des prescriptions. Voilà, c'est pas si fréquent que ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a moins, en tout cas chez les toutes jeunes filles, parce que les doses d'œstrogènes sont beaucoup moins importantes qu'avant et qu'on sait que c'est lié à la dose d'éthényl-estradiol. Et par contre, à partir de 35 ans,
là, il faut vraiment qu'on soit très vigilant sur la surveillance de la pression artérielle parce que l'hypertension de la contraception augmente avec l'âge. Elle augmente aussi avec l'obésité, le surpoids, et puis avec les autres cofacteurs de risque, par exemple le tabac qui rigidifie l'artère. Donc voilà, donc ça c'est très important. Donc s'il y a une hypertension sous contraception, le mot d'ordre c'est d'arrêter la contraception et de refaire une mesure ambulatoire dans les 3 mois qui suivent pour voir si c'était vraiment une hypertension induite par ce médicament ou pas. Alors justement, on a interrogé avant cette émission plusieurs médecins, gynécologues, médecins généralistes, et une question ressort de façon récurrente, c'est chez une femme jeune bien équilibrée sous antihypertenseur, peut-elle bénéficier d'une pilule de 2e génération? Alors la question c'est oui et non. C'est-à-dire qu'on va déjà vérifier qu'elle est vraiment hypertendue, parce que si elle a une réaction d'alarme et qu'on n'a traité que sur des chiffres de consultation, peut-être que cette jeune fille est traitée à tort et c'est une fausse hypertendue. Ça, c'est le premier point. Donc, on va lui faire une mesure ambulatoire avec telle qu'elle est, avec son traitement antihypertenseur. Et ensuite, on va faire l'état des lieux de ces éventuelles contre-indications finalement métaboliques. Si elle est en surpoids ou obèse, c'est non. Si elle est fumeuse, c'est non. Si elle a du diabète, c'est non. Mais si c'est une hypertension isolée, non compliquée, bien contrôlée, et qu'elle ne tolère pas les autres contraceptions, on peut lui mettre une contraception faiblement dosée en oestrogène, avec d'ailleurs le consensus HTA Hormones et Femmes qu'on a publié avec la Société française d'hypertension, mais également le Collège national des gynécologues. Eh bien, on a émis des précautions d'usage, mais l'objectif, c'est quand même qu'elle ne soit pas enceinte. Bien sûr. C'est pas un jouet, c'est pas un bonbon, mais c'est du cas par cas avec toutes les précautions d'usage. En sachant qu'il existe des contraceptions non œstroprogestatives, hormonales, qui peuvent être utilisées, qui peuvent être bien tolérées, mais donc c'est vraiment un cas très très particulier. C'est une discussion d'experts, j'ai envie de vous dire. Il ne faut pas se dire bah tiens, j'aime mon traitement, je suis bien contrôlée, je peux prendre n'importe quelle contraception. Non, on en discute tous ensemble. Alors, on va parler de la grossesse, donc. Ah oui. Hypertension et grossesse. Donc, on continue. Donc, la femme avant son âge, elle a envie d'avoir un bébé. Et donc, il peut y avoir, effectivement, c'est la 2e phase charnière, où on peut soit révéler une hypertension chronique antérieure à la grossesse. La femme ne se savait pas hypertendue. Donc ça, ce sont des hypertensions qui sont là au cours des 1er et 2e trimestres de la grossesse. Donc, une femme qui a des chiffres élevés avant le 3e trimestre de la grossesse, ce n'est pas la grossesse. C'est qu'elle était hypertendue chronique avant. Ça, c'est l'hypertension due à la grossesse, due au placenta. Ça apparaît à la fin du 2e trimestre, début du 3e trimestre de la grossesse. Et là aussi, c'est vraiment l'iceberg qui se manifeste tardivement. Donc, c'est quoi ? Sur cette planche que vous pouvez voir sur l'écran, c'est un problème de placentation. C'est-à-dire que finalement, il y a un défaut d'invasion des artères spiralées du myomètre qui sont musculaires. Et quand on est enceinte, on doit mouliner 10 litres de sang par minute. Donc, le cœur a une fonction contractile qui augmente et les artères doivent se dilater. Mais quand l'invasion se fait mal de cet œuf dans ces artères spiralées du myomètre, eh bien, les artères restent musculaires et sont vasoconstrictées. Et donc, il va y avoir un défaut de développement du placenta. Il va y avoir toute une cascade, finalement, une dysfonction endothéliale avec des réactions inflammatoires et l'endothélium va être en stress oxydatif. Donc, il va y avoir une maladie endothéliale diffuse. Il faut bien comprendre que cette hypertension de la grossesse n'est finalement qu'un symptôme d'un placenta malade qui ne se développe pas bien, qui vieillit trop vite. Les autres complications de cette maladie endothéliale, c'est une atteinte des hôtes lits vasculaires. Le HELLP syndrome, c'est finalement une vascularite, tout simplement. Et puis, on peut avoir une mise en tension hépatique, ce qu'on appelle les douleurs de l'hypocondre droit, c'est finalement une mise en tension du foie. Et puis, la complication la plus redoutable, ça va être l'éclampsie, donc un vasospasme cérébral, AVC cérébraux pendant la grossesse. Donc ça tue les femmes. Donc c'est quand même encore une des premières causes de mortalité maternelle pendant la grossesse, il ne faut pas l'oublier. Et ces hypertensions de la grossesse, c'est 10% des grossesses. Alors la prééclampsie, l'atteinte rénale, dont j'ai oublié de parler, où c'est une néphropathie glomérulaire due à une atteinte aussi de ce placenta, eh bien là c'est 1 à 2% de toutes les grossesses, mais c'est finalement assez fréquent. Et puis l'autre versant, c'est le fœtus. Si le placenta qui nourrit le bébé
ne se développe pas bien, on peut comprendre aisément que le bébé ne va pas se développer correctement. Donc on a des retards de croissance, même des morts fœtales in utero. C'est une des premières causes de prématurité. Et la dernière complication qui tue aussi les bébés, c'est l'hématome rétroplacentaire, les infarctus placentaires. Et finalement, ces femmes-là, première grossesse, on ne le sait pas, mais après on pourra mettre de l'aspirine à dose préventive. Voilà. Donc finalement, c'est une maladie très complexe. Parler que d'hypertension de la grossesse, c'est très réducteur, parce que c'est finalement une maladie vasculaire diffuse et qui va gréver le pronostic des femmes à long terme. C'est important aussi de le souligner, c'est que ces femmes, aujourd'hui, on dit que c'est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant qui impose une prévention et une surveillance de ces femmes dans le long terme, parce qu'elles ont un risque x2 de complications vasculaires cérébrales, d'infarctus, d'hypertension chronique, de complications métaboliques. Donc, avoir eu un accident vasculo-placentaire égale surveillance et prévention tout au long de la vie de la femme. C'est ce que tu as mis donc dans ce questionnaire très spécifique cardiologique, où tu t'intéresses vraiment aux antécédents gynécologiques. Il faut l'enseigner à nos femmes. Au niveau grossesse et au niveau ménopause, qu'on va aborder juste après. Et je pense que finalement, nous professionnels de santé qui regardons cette émission, on se doit de travailler à la médecine préventive, de s'intéresser aux antécédents obstétricaux de nos femmes. Ce n'est pas parce qu'on les voit à 50 ans qu'il ne faut pas s'intéresser à leur passé obstétrical. Et là, on va sauver des vies. C'est très important. Alors, pour ces femmes, justement, en âge de procréer, on donne un traitement différent pour les en tant qu'anti-hypertenseurs par rapport aux hommes, ou on utilise les mêmes traitements? Non, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments tératogènes qui provoquent des malformations. Ce sont principalement les bloqueurs du système rénine-angiotensine, inhibiteurs d'enzymes de conversion, antagonistes des récepteurs angiotensine 2. La liskirène, elle est plus remboursée en France, c'est l'inhibiteur de la rénine. Et puis on a aussi l'aldactone, qu'on prescrit beaucoup, notamment dans les hypertensions à rénine basse. Ce n'est pas un sujet si le bébé est un fœtus féminin, mais si c'est un petit garçon, c'est embêtant. Donc on doit informer les femmes en âge de procréer d'arrêter ces médicaments et de faire cette consultation préconceptionnelle pour démaquiller les traitements et mettre finalement des inhibiteurs calciques. Donc on a la nicardipine, la nitrandipine, mais on l'aime pas trop. La nifedipine, on l'aime pas trop parce que c'est très tachycardisant. On a le labétalol, bêta-bloquant. On a également l'alpha-méthyldopa et la clonidine. Donc on peut utiliser ces médicaments-là. Et donc nos femmes hypertendues chroniques, on les informe, on l'écrit dans le courrier de consultation et d'hospice, et on va préparer la grossesse. Maintenant, si une femme se retrouve enceinte alors qu'elle est traitée par ces médicaments tératogènes, eh bien, on a 3 mois pour les arrêter. Voilà, mais ça donne des malformations rénales, vasculaires, cérébrales, donc c'est important. Mais nous, en tant que gynéco, nous utilisons l'aldactone à visée antiacnéique et on impose une contraception sous aldactone. Voilà, alors si jamais ça arrivait, c'est pas dramatique, on a 3 mois. Et après, il y a des médicaments qui sont mieux tolérés chez les femmes, notamment les diurétiques. Et il faut savoir que les diurétiques thiazidiques ou apparentés, pas les diurétiques de l'ANS, eh bien, ils vont prévenir l'ostéoporose, puisque finalement le sodium part dans les urines avec le calcium, va donner un diurétique thiazidique, ça va rétentionner le calcium pour les femmes, donc elles aiment bien. Par contre, elles n'aiment pas beaucoup les calcium bloqueurs, celles qui ont de l'insuffisance veineuse ou des bouffées de chaleur à la ménopause. Alors on a maintenant le dithiazème, mais elles sont souvent constipées, nos femmes, donc elles n'aiment pas le verapamil, mais c'est des bonnes molécules pour les femmes. Donc voilà, donc c'est les particularités du traitement de la femme. Eh bien, on va faire la transition, donc on va parler de ménopause. On va parler ménopause. Donc ménopause, eh bien, finalement, il faut savoir que c'est multifactoriel, donc on ne l'a pas encore dit, mais on va le dire. L'hypertension, c'est une maladie de l'environnement. La moitié des hypertensions sont liées au fait de manger trop salé, au fait de ne pas bouger, au fait d'avoir une obésité abdominale, au fait de fumer. Fumer, ça vieillit l'artère et ça métabolise très vite les antihypertenseurs. Et c'est également le stress, le fait d'être précaire, le fait de vivre seul. Tout ça fait que ça va précipiter finalement la souffrance endothéliale, le stress oxydatif. Puis on a aussi l'hérédité. Il y a aussi... quand on parle d'environnement, on a fait une étude avec le club des jeunes hypertensiologues sur les couples d'hypertendus, parce que monsieur et madame mangent la même assiette, et souvent, quand madame est hypertendue, monsieur l'est, ils s'échangent leur traitement. Ça, c'est la petite anecdote rigolote. Et puis nous, les femmes, en plus de tout ça, parce que vous allez me dire la différence avec un homme, l'environnement, les gènes, ok, les hommes l'ont aussi, mais nous, on a en plus la perte d'oestrogène.
donc la carence estrogénique. Et dès d'ailleurs la préménopause, avant l'arrêt des règles, on prend gentiment de la bouée abdo, et finalement il faut mieux être une poire qu'une pomme. Et cette bouée abdo, c'est une insulinorésistance qui va booster la rigidité artérielle. Donc voilà, donc finalement on a ces tripartites, l'environnement sur lequel nous pouvons jouer. On ne choisit pas d'être ménopausé, on va toutes l'être. Donc là on peut, on le verra peut-être tout à l'heure, les traitements hormonaux de la ménopause, contrairement aux idées reçues, vont garder la souplesse artérielle. C'est important de le dire. Mais oui, parce que ça, début de ménopause, ça limite le stress oxydatif endothélial. Et finalement, moi j'ai envie de, quand c'est prescrit par voie transdermique, pas la voie orale. Et puis après, la génétique, c'est vrai qu'on n'y peut rien. Si on a des parents hypertendus, voilà. Mais donc l'un dans l'autre, on a quand même moyen d'agir sur beaucoup de choses pour limiter l'impact, enfin retarder l'apparition de l'hypertension, j'ai envie de vous dire. Et donc le traitement hormonal de ménopause en début de ménopause, chez une femme qui a un lit artériel de qualité, n'est pas à risque cardiovasculaire, on est d'accord? On est d'accord. Protecteur. C'est plutôt protecteur. On a d'ailleurs des études prospectives, je pense aux études danoises, où on a regardé des femmes, parce qu'il n'y aura plus jamais d'études randomisées. Ça, Brigitte, on voit le mal que ça a fait. Tu sais ça mieux que moi, mais c'était des traitements oraux prescrits chez des femmes en surpoids, qui avaient plus de 60 ans. Mais une femme de moins de 60 ans, dont la ménopause date de moins de 10 ans, qui fait attention à son hygiène de vie et qui aura eu le double bilan cardiovasculaire et gynécologique, même si elle a une hypertension qui n'est pas compliquée, on sait que ces femmes-là, sur ces études prospectives, retardent d'autant le vieillissement artériel, la prise de poids métabolique, et ça a même un effet sur l'insulinorésistance et le profil lipidique. Donc je n'ai pas le droit aujourd'hui de dire à mes patientes, je vais vous le donner en protection cardiovasculaire, mais je dis à mes patientes, les femmes qu'on a étudiées en prospectif, on a vu que ces femmes-là, ça retardait d'autant le vieillissement artériel et métabolique. Puis il y a un consensus européen qui vient de le rappeler. Tout à fait, tout à fait. Donc l'affirmation qui circule, qui est l'hypertension artérielle est une contre-indication au traitement hormonal substitutif de la ménopause, cette affirmation, elle est vraie ou elle est fausse? C'est un préjugé. Elle est fausse pour les formes transdermiques. Pour les formes orales, ça, on est tous d'accord, qu'on soit anglo-saxon, européen ou français, que finalement en France, ça a été le premier pays à promouvoir la voie transdermique avec des oestrogènes naturels ou la rétroprogestérone. Donc finalement, on a été, pour une fois, les Français, très avant-coureurs et très innovants. Et ça, c'est bien, parce que je pense qu'on a beaucoup de gynécophames. Ça commence à faire un tout petit peu tache d'huile, douce. Voilà. Et puis les bouffées vasomotrices, c'est un risque vasculaire aussi. Tout à fait. Quand on a plus de 6 bouffées vasomotrices par jour, ça active le système nerveux sympathique, ça vous multiplie par 2 le risque d'être hypertendu, de prendre du poids et surtout de faire un accident cardio-cérébrovasculaire. Sous couvert pour les femmes à risque cardiovasculaire, bien sûr, dans la période périménopausique, qu'elles puissent bénéficier d'un bilan cardio. Tout à fait. Alors là, on essaye de mettre en place aujourd'hui une consultation longue de dépistage des femmes à l'entrée dans la ménopause, comme on a le papier pour faire sa mammographie, comme elles ont pour la première contraception et les maladies sexuellement transmissibles. On milite avec les URPS, les médecins, la médecine de ville. Ce n'est pas un projet d'universitaire, c'est vraiment un projet ville-hôpital. Et donc là, ce qui freine finalement, c'est les fourches codines du ministère de la Santé, qui veut être certain que ce projet soit rentable sur le plan économique de la santé, parce que si on propose à toutes les femmes de 50 ans une consultation longue de dépistage et derrière des explorations cardiovasculaires, donc on a une expérimentation qui est en cours depuis 3 ans, pour avoir le feu vert, 3 ans, au titre de l'article 51 du Code de la Sécurité sociale, donc une mesure dérogatoire pour valider cette prise en charge. Et nous, avec Brigitte, on a eu l'occasion de travailler ensemble pendant plus de 20 ans. Cette consultation-là, on l'a fait depuis plus de 15 ans. On l'a évaluée avec des tests de médecine. On sait qu'elle est rentable. On dépiste une femme sur 2, donc une femme tout venant. On reviendra tout à l'heure sur les Dans un sens comme dans l'autre, je dirais. Dans un sens comme dans l'autre. Parce qu'en consultation de cardiologie, vous dépistez des pathologies gynécologiques et mammaires et vice-versa. Et tout à fait. Tout l'intérêt. Et tout à fait. Et finalement, en faisant ça, avec cette concertation cardiovasculaire gynéco, on sauve des vies, puisque finalement, et je pense qu'il faut continuer, militer, c'est un terme, mais c'est quand même, si appuyer la nécessité,
mais c'est pareil, si on parlait de la santé des hommes, eh bien, voilà, il n'y a pas de question de genre ou de féminisme, c'est avoir des prises en charge globales, finalement, du patient, qu'on soit un homme ou une femme. Bien, mais écoute, sur ces propos militants, nous allons terminer notre entretien et passer aux perspectives. Alors Claire, après tout ce qu'on vient de voir, quelles sont les perspectives de prise en charge des femmes ? Déjà, c'est donner la bonne information aux femmes et également la formation professionnelle de santé. C'est une de nos missions d'Agir pour le cœur des femmes, cette double cible, professionnelle de santé et femmes. Donc dire aux femmes, dépistez-vous, gardez de façon absolue vos rendez-vous avec votre santé, prenez le temps de le faire, écoutez-vous. Et puis, on recommande aux femmes de préparer leur consultation avec un petit cahier où elles mettent leurs antécédents gynéco-obstétricaux, leurs antécédents médicaux, ramener toutes leurs ordonnances. Et pour celles qui ont la chance d'avoir un appareil d'automesure au bras, eh bien faire un relevé d'automesure pendant 3 jours, 2 semaines en suivant, pour vraiment avoir tout prêt, parce que le médecin sera beaucoup plus dans l'écoute si la consultation est déjà préparée. Et sur le plan professionnel, c'est l'intérêt de ce réseau cœur, artère, femmes, avec des cardiologues, des gynécologues et des médecins généralistes. Et des médecins vasculaires, on va rajouter. Ouais. Et donc, l'ensemble de ces médecins, finalement, on va aussi rajouter les sages-femmes, sont briefés aux spécificités du risque cardiovasculaire des femmes. Mais maintenant, les femmes, on va aussi les sensibiliser par des actions de dépistage. On va vraiment vers elles, notamment les femmes vulnérables, avec l'opération Les Bus du Cœur. Première année cette année, on en reparlera un peu plus tard, dans une autre émission. Et finalement, c'est apprendre aux femmes à se repérer, à leur expliquer les symptômes particuliers de la maladie cardiovasculaire et à apprendre à utiliser l'appareil d'automesure. Et comme ça, nous allons sauver 10 000 femmes, la vie de 10 000 femmes à 5 ans. C'est notre enjeu. Merci beaucoup Claire. Merci Brigitte. Merci à tous et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain 15 minutes gynéco, dont un 15 minutes gynéco qui sera consacré au bus du cœur.